Chères auditrices, toujours au rendez-vous sur Radio Raib. Ce soir, une émission particulière, bien sûr, comme les autres, mais ce soir, nous approchons le dossier mystérieux des hommes en noir. Les témoins de phénomènes inexpliqués, les contacts, leurs témoignages, même les recherches, parfois se trouvent freinés par de mystérieux personnages, venus d'on ne sait où, avec une attitude curieuse, bizarre, mais qui connaissent très bien ce que vous avez vu et ce que vous avez expliqué. Ce soir, Man in Black, non seulement qui n'a pas référence au film, mais bien des choses particulières et réelles, où les hommes se trouvent confrontés devant les mystérieux hommes en noir. Alors ce soir, on va faire le tour de table. C'est une émission exceptionnelle. Je rappelle rapidement que nous aurons 3 grosses émissions la semaine prochaine. Donc le 23, ce sera SIRIPB. Le 22, ce sera NDE et les abductions. Le 23, ce sera SIRIPB et le 24, l'opération Suricate. Alors, le petit tour de table habituel. À ma droite, j'ai Alex qui fait partie du groupe SRIPB. Bonsoir Alex. Bonsoir Carbo, bonsoir chers auditeurs. Donc on est ce soir encore une fois tous réunis pour discuter ensemble du sujet de ce soir, les hommes en noir. Voilà, alors notre contact MP et également approche téléphonique, ce sera Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir Carbo, bonsoir tout le monde, content d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors également en deuxième contact, mais aussi le bras droit de SRPB, Chris. Bonsoir tout le monde, bonne écoute. Allô. Voilà, donc... Vas-y. C'est bon? C'est bon? Ouais. Voilà. Bonsoir tout le monde. Un petit problème technique, j'avais pas appuyé sur le bouton. Ben voilà, je vous remets le bonjour à tous. Je suis là également aussi pour le chat, donc bonne écoute. Voilà la particularité de Chris lors de certains, certains développements sur le dossier. Quand nous tomberons sur des questions ou voire même une recherche vidéo, ce sera Chris qui placera la vidéo sur la page Facebook, comme la dernière fois quand nous avions parlé des corbeaux. Donc automatiquement, vous pouvez aller chercher la vidéo sur la page Facebook de Radio Raib. Mais également la technique, bien sûr, avec Maximus. Bonsoir Maximus. Alors, bonsoir à tous et bienvenue sur la Radio Raib. J'espère que vous passerez une très bonne soirée. Et si vous avez un problème ou une question, vous pouvez m'envoyer un message. Voilà, et votre serviteur habituel, Willis, au micro. Ce soir, donc, les hommes en noir, première partie. Pourquoi? Parce que nous aurons évidemment une deuxième partie qui poseront les sujets sur ce que vous pourriez faire lors d'un contact vis-à-vis d'un extraterrestre, voire MOFNI. En général, ces questions, on les pose alors de l'opération Suricate, vu que c'est une opération qui vise à l'observation du ciel, qui est dirigée en partie aussi avec Wes Muller, mais également notre sponsor Roswell Boutique. Alors nous passons d'ores et déjà sur le dossier des hommes en noir. Beaucoup de divergences, beaucoup de théories, voire même de recherches s'expandent sur ce genre de personnages. Certains disent qu'ils seraient des hommes formés par l'armée et la CIA, d'autres conformes disent que ce sont des gens, donc des extraterrestres, des entités qui seraient susceptibles de venir freiner les témoignages, voire même faire pression sur ce que les témoins expliquent lors d'un contact ou d'une vision ou d'une approche sur OVNI. Ce soir, l'émission, évidemment, sera comme d'habitude en live, donc il n'est jamais exclu d'avoir des questions hors sujet parfois, mais également des tout petits dérapages, ce qui donne le cachet, évidemment, de la radio. Là, vous voyez très bien que on est ouvert en live et c'est jamais avec filet. Donc, cette particularité donne toujours la crédibilité de ce que nous avançons dans le cadre de l'émission, mais également beaucoup de surprises prochainement. Vous aurez bien sûr la mise en place le mois prochain du Radio Raib TV. Vous aurez les webconférences qui commencent tout doucement à avoir succès 2 à 3 fois par semaine sur divers sujets.
Je vous rappelle à cette occasion que vous aurez un spécial projet Fulon, dont le projet Fulon, rapidement, est en train de tout doucement se mettre en place sur les communications NDE, donc des personnes qui sont malheureusement induites dans le coma. Donc c'est un logiciel qui permet la réception et la traduction des signes vitaux lors d'une personne qui sera dans le coma. Là, ce sera le sujet donc d'une webconférence. Voilà, donc un tout petit jingle et c'est parti vers les hommes en noir. Et voilà, de retour sur notre dossier les hommes en noir. En fait, l'homme en noir n'a pas toujours été en apparence en départ de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, vu la vague des ovnis, surtout l'affaire Roswell et d'autres choses en France dont nous aurons l'occasion d'en débattre dans une prochaine émission, l'homme en noir n'a toujours pas été de notre époque. En effet, parfois, dans les siècles passés, dans des manuscrits byzantins du XIe, XIIe siècle, dans lesquels on décrit un homme en noir, mais qui part plus dans le côté ésotérisme, l'homme vêtu de noir, plutôt une forme du diable. Aux mêmes époques, on retrouve aussi cette forme d'homme en noir, dit le diable, dans les diverses inquisitions. En 1245, la croyance au diable est beaucoup plus élevée. Donc, si nous pourrions plus ou moins réfléchir dans le sens que le phénomène ovni aurait une relation avec les phénomènes occultes, il n'y a qu'un pas à faire. Mais ce n'est pas l'objet du dossier ce soir. Mais on se rend bien compte que le temps, apparemment pour ces hommes, n'existe pas. Il faut comprendre une chose, c'est que ces hommes, toujours s'ils existent, ont intérêt à interagir sur diverses époques. Il y aura toujours des gens pour constater des phénomènes, soit paranormaux, mais aussi de visiteurs venus d'un autre monde. On peut retrouver ça sur des tableaux anciens, sur des explications et parfois même dans le domaine religieux. L'homme en noir est bien un homme qui vient freiner les choses, qui vient influencer, mais alors on pourrait tout doucement exclure que ce soit un homme drillé par le gouvernement. Le mot drillé, pourquoi ? Parce qu'un militaire qui subit un entraînement n'a pratiquement plus le même comportement qu'un civil. Il suffit bien sûr de l'habiller en civil pour remarquer que ses intonations, ses gestes sont plus saccadés, plus directs. En connaissance de cause, après avoir fait 14 ans d'armée, c'est vrai qu'au retour dans le civil, après être passé dans divers pays en conflit, c'était très difficile de se réadapter dans la vie civile. Je le comprends très bien, mais d'où là, retrouver des traces des hommes en noir sur différentes croyances, cultures et bien sûr magie, ça passe à un autre moment, une autre époque. Les hommes en noir, eux, sont extrêmement discrets. On remarque énormément de calme. Le gouvernement, eux aussi, s'y attache et recherche un peu sur ce phénomène. On retrouve des clichés qui disparaissent. On retrouve quand même beaucoup de témoignages. Ces témoignages arrivent au moment où on découvre où une personne constate un phénomène particulier, un atterrissage d'OVNI, une photo, peut-être éventuellement un objet. Qui sait si l'homme en noir n'est pas un homme aussi à se déguiser? Peut-il prendre une apparence plus humaine? Peut-il prendre un autre uniforme que ce fameux costume noir, qui est là un petit peu le cliché des années 50, belle voiture, beau costume, belle chemise noire, un peu comme dans le film Man in Black. Mais serait-il différent aussi? Pourrions-nous les croiser dans la rue avec une attitude améliorée, un autre costume adapté à notre époque? C'est très difficile. Pourtant, il le semble. Alors,
comment pourrions-nous les déceler? Attendre un moment d'observation, une recherche, un suivi, mais également regarder une partie du net, ce qui est concret, ce qui est ouvert vis-à-vis de la recherche des hommes en noir. Avant de continuer sur mon dossier, nous allons avoir un premier appel téléphonique. Donc je rappelle que vous pouvez interagir sur le chat. Vous pouvez également nous appeler gratuitement. On aura l'occasion ce soir de joindre c'est Patrick Boisson, je dis bien, Patrick Boisson, donc je le remercie à l'avance. Donc j'ai eu un contact sur Facebook. Et si Patrick, tu es déjà prêt à établir par exemple un contact actuellement, je pense que Maximus, je me tourne vers la technique, est prêt. Donc, dans le cas des hommes en noir, c'est pas facile de trouver beaucoup de renseignements, mais ils sont souvent à l'affût pour, je vais dire, faire pression sur vos témoignages et vos observations. On y revient par la suite. Immédiatement, donc un appel. De renseignements, mais ils sont souvent... Il faut couper le son de la radio derrière. Oui, allô, est-ce que c'est possible? C'est Patrick Boisson, je vous écoute. Bonsoir Patrick, nous avons un retour de son, je pense que c'est ta radio ou le son du PC qui est encore ouvert. Oui, j'ai... Oui. Bonsoir Patrick, nous avons un retour de son, je pense que c'est le son du PC. Oui, je vais le couper. Voilà. Vous m'entendez bien là? Oui, 4 sur 5. 4 sur 5. Oui, je vais le couper. Et ce qu'il y a, c'est que je vous entends pas très bien. Voilà, nous disons que on t'entend 4 sur 5. Bon, je vais essayer de parler haut et clair. Je vous remercie toute l'équipe du FORIP. Nous disons qu'on t'entend 4 sur 5. Si vous permettez, quand on vous appelle, vous devez couper le son de votre PC et nous écouter via votre téléphone fixe. C'est pour cela qu'on demande le numéro de téléphone fixe. Parce qu'il y a un décalage qui est tout à fait normal quand on passe sur le net ou sur les ondes FM. Ce sera beaucoup plus facile si vous coupez donc le son de votre PC et que vous nous écoutez via votre téléphone fixe par laquelle on vous appelle. Voilà, on écoute ton témoignage, Patrick, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Alors, je commence le témoignage. Voilà, ça s'est passé en 1972 dans le sud de la France. J'étais en vacances dans une commune de Saint-Guilhem-le-Désert qui se situe environ à 30 km de Montpellier. Et c'était une nuit étoilée au mois de juillet. Nous étions avec des copains en train de jouer un petit peu de la guitare. Et au-dessus du massif de Saint-Guilhem-le-Désert sont apparues 4 boules lumineuses. Et ces boules lumineuses sont parties dans 4 directions opposées. Donc on a eu une grosse discussion entre nous et j'habitais à l'heure actuelle à Chaville, à côté de la base de Villacoublay, c'est une base aérienne. Et donc je savais à peu près ce que c'était qu'un avion et les feux, si vous voulez. Donc je me suis passionné pour le phénomène OVNI, mais j'étais assez frustré à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de dérives un petit peu et la science officielle, pareil, n'était pas très très honnête. Et j'ai fait une carrière, si vous voulez, dans une grande entreprise qui délivre de l'électricité en France, pour pas la nommer, et j'ai fait de la physique nucléaire. Et c'est ce qui m'a permis d'approcher l'irrationnel d'une façon rationnelle. Oui. Et si vous voulez, bon, il y a eu des démarches de scientifiques au cours de l'histoire, notamment pas des moindres, comme
Neil Armstrong, Aldrin, ce sont les 2 cosmonautes qui ont posé le pied sur la Lune qui se sont prononcés. Il y a le directeur des services secrets britanniques, Nick Pope, qui s'est prononcé sur le sujet. Il y a l'ancien ministre de la Défense canadien qui s'appelle Paul Hellyer, qui s'est prononcé sur le sujet. Ils ont tous affirmé que nous avons été visités. Après, donc, j'ai fait ma quête à travers l'histoire. Et effectivement, au niveau des tableaux, on retrouve toujours un engin lenticulaire qui se trouve en fond de plan sur beaucoup de tableaux. Et récemment, je me suis passionné pour la technologie, sur la propulsion électromagnétique, et je fais partie d'une famille d'ufologues. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 familles d'ufologues. Il y a les reporters. Bon, ces gens-là se contentent de dresser des procès-verbaux et se gardent bien de donner une opinion tranchée sur la question. Il y a les croyants. Ils se positionnent par rapport à leur sensibilité philosophique ou religieuse et ils élaborent plusieurs hypothèses, bien sûr, plus ou moins crédibles. Il y a les rationalistes qui admettent difficilement la thèse, si vous voulez, de la vie extraterrestre et pensent plutôt pour des recherches militaires secrètes. Hein. Et il y a les chercheurs qui consignent des témoignages sous la forme de troncs communs d'observation tangibles et vérifiés. Ce sont des pilotes de chasse, des anciens pilotes de l'armée que j'ai rencontrés. Et à partir de ces données scientifiques, ils élaborent des prototypes et des maquettes, dont notamment le fameux LiveSter qu'on trouve un petit peu en faisant des recherches sur Internet, qui permet la propulsion électrique du moins d'un engin en aluminium avec une haute tension. Voilà, je voulais vous faire part de ce témoignage. Et d'un autre qui est important, je pense que les médias traditionnels qui avaient boudé l'histoire commencent à donner au compte-gouttes, si vous voulez, des informations, parce que je pense que ça n'engage que moi, mais je pense que dans les 10 ans à venir, nous sommes dans la situation d'un premier contact avec une vie extraterrestre. Voilà. Patrick, oui, en effet, donc ce sera justement l'objet de la deuxième partie de cette émission ce soir vis-à-vis d'un contact. Mais moi j'ai une question justement. Est-ce que on va se tutoyer si tu le permets? Oui, avec plaisir. Hein, oui. Merci. Est-ce que dans le cadre d'influence, je vais dire gouvernementale, mais également de personnages comme ce soir les hommes en noir, est-ce que tu as déjà eu des brides de témoignages ou parfois, je vais dire des soubresauts où des gens disent voilà, moi j'ai eu une influence, quelque chose que j'ai pas très bien compris. On est venu chez moi, on m'a dit bon, faudrait vous calmer, il y a des recherches à freiner, à complètement obturer, je vais dire occulter. Est-ce que souvent dans les recherches, est-ce que tu as déjà trouvé ce genre de témoignages sur ton chemin? Effectivement, bon, il y a des pistes. Il y a des pistes. Je suis allé au repas ufologique. Ce sont des repas qui sont organisés dans des grandes villes de France. Moi, personnellement, j'ai jamais eu à subir ce genre de contact, mais j'ai eu des pressions plus ou moins de raillerie, de psychologique, en me disant que je perdais mon temps. Alors voilà, donc jusqu'à présent, je ne pouvais pas trop faire état, de par ma fonction dans une grande entreprise, de mes témoignages, donc je les avais gardés pour moi. Non, j'ai pas eu la visite d'hommes en noir, mais je sais qu'il y a des gens qui ont subi des pressions, il y a des témoignages là-dessus. Bon, à mon avis, je suis un peu partagé, hein, voilà. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je suis un peu partagé, parce que je pense que ces Man in Black, comme on les appelle, sont très intelligents et laissent le minimum de traces, voilà. Merci. Est-ce que dans le cadre de ce que j'ai cité au départ dans l'émission, on retrouve des similitudes dans les croyances, voire même donc de ce qui est sorcellerie, on va dire entre guillemets. Donc je n'élabore pas l'entièreté des phénomènes, mais on retrouve quand même des drôles de similitudes au niveau des couleurs, des descriptions, donc de personnages curieux, mais qui tentent évidemment, vu que ça part dans les temps beaucoup plus reculés, comme de la voyance, la magie, la nécromancie. On parle souvent de phénomènes et de personnages en noir.
Penses-tu qu'il y aurait plus ou moins de relations justement temporelles ou intemporelles dans ce genre d'événement? Oui, alors je pense que c'est une très bonne question parce que moi je suis en train de revoir un petit peu toutes les théories qui véhiculent au niveau de l'espace et du temps. Et pour moi, nous avons des théories qui sont encore du 19e et du 20e siècle, mais nous n'avons pas des théories qui dateraient du 21e et du 22e siècle. Je m'explique. Je vais essayer d'être très clair. Il y a certainement pour moi, j'en suis presque convaincu, j'ai pas de preuves, mais j'ai beaucoup d'indices, qu'il existerait de ce qu'on appelle des voyageurs temporels. Alors, pour être très clair, on nous a égaré sur la notion du temps. Imaginez un torrent qui s'écoule et vous avez un rocher sur le milieu. Si vous vous asseyez sur le rocher, le torrent qui représente le temps va s'écouler. Et à ce moment-là, vous n'allez pas voyager dans le temps, mais vous allez arriver sur le futur. En laissant s'écouler le temps. Et ces gens-là, dans nos descendants, je pense, ont trouvé le moyen de visiter l'espace et le temps, c'est ma théorie, d'une manière assez judicieuse. Et on trouve par contre des indices qui sont pas admis, comme la fameuse sculpture qu'on retrouve sur l'église de Salamanque en Espagne. Mais il y en a bien d'autres. On a retrouvé en Turquie des hommes avec des combinaisons qui ressemblent à nos cosmonautes. Et je pense que là, le démarrage du voyage dans le temps a démarré avec la conquête de l'espace, dans les années 60 à 70. Ça a été complètement occulté, mais je pense que à partir de ce moment-là, ça a commencé, parce que les premiers voyageurs sont décrits exactement comme nos cosmonautes. Alors, la relation avec les Men in Black peut être trouvée là. Il y a des inspecteurs qui peut-être interviennent justement pour qu'on n'en sache pas trop, parce que les conséquences peut-être sont un petit peu dérangeante pour modifier l'histoire. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, tout ce que je me dis n'est pas écrit dans l'Évangile, entre guillemets, mais j'ai de l'intime conviction que oui, il y a eu une influence. Bon, alors pour certains religieux, ils l'associent aux démons, comme par exemple chez les musulmans que je respecte, qui prennent les extraterrestres pour des djinns, ou les fameux Men in Black pour des djinns. Bon, voilà où on en est. Hein. Voilà, je suppose que, enfin, j'adhère tout à fait à ta théorie dans le sens que je ne sais pas si tu as vu là, souvent je place rapidement une page sur la page Facebook, sur la trace. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. dont je parle justement d'un moyen de communication à travers le temps. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, j'ai placé ça régulièrement sur la page Facebook. Donc c'est un livre qui traite justement du sujet dont tu viens de parler, où il y a donc, je vais dire, des traces sur des tableaux, sur les cultures. Ce qui garde toujours une trace dans les évolutions, dans les époques, ce sont les cultures, c'est surtout l'art. Donc forcément, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire, j'en ai une ici devant sur le projet Fulon, les origines, et je parle du système Légion. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, c'est un moyen de communication. Si tu lis bien les quelques pages, tu auras quelques réponses à ce que tu cherches. Enfin, c'est pas l'objet du débat de ce soir, mais je te conseille, si tu le veux bien, c'est de lire correctement. Je parle même du projet ARP et du système Légion, qui est un langage fait de gestes également. Enfin, je t'en laisse découvrir le sujet. Je pense que tu vas y trouver pas mal de réponses à ce que tu cherches. Voilà, moi j'ai encore une autre question pour toi. Dans le cadre justement des Men in Black qui freinent les témoignages, qui freinent donc un peu tout ça, est-ce que ce serait pas non plus le sujet de voiler la face des gens par rapport à un programme qui existe sur l'intervention militaire lors d'une invasion, entre guillemets, ou d'un contact extraterrestre? Donc là, je pars un petit peu en dehors du sujet du temps. Ça y aura, et je t'y invite, je fais une émission sur Radio Rail sur les paradoxes du temps et la survie.
Je pense que tu seras vraiment enchanté d'écouter cette émission parce que là, on va vraiment parler du vif du sujet sur ce que les époques nous ont laissé et les traces qui ont été faites de manière à ce qu'on comprenne que nous n'avons jamais été seuls. Mais ma question donc pour toi, si tu veux bien y répondre, est-ce que tu penses que les Man in Black pourraient des liens qui feraient en sorte de freiner ou de masquer un futur contact et également une recherche de voir ce fameux programme anti-extraterrestre que le gouvernement met sur pied actuellement? Qu'en penses-tu? Écoute, je suis désolé, mais là je commence à moins bien t'entendre, mais je vais essayer de répondre à ta question. À mon avis, j'ai pas assez de paramètres pour confirmer ou infirmer ce que tu viens de dire. Par contre, ce que je recommande aux gens, c'est de continuer à chercher, essayer de glaner le maximum d'informations, surtout antérieures, parce que il est certain que au niveau de nous, au niveau des ufologues, il y a quelques années, on a monté un canular pour voir si la presse était honnête. Et la presse est malheureusement malhonnête, parce que nous avions, grâce à un phénomène laser, provoqué l'apparition d'un faux ovni, et les gens, les journalistes de l'époque ont répondu que c'était une sonde. Donc, moi je recommande aux gens, pour savoir la vérité, d'envoyer une contre-vérité pour savoir. Voilà, c'est une première des démarches. Deuxièmement, et de rechercher à travers les écrits historiques ce qui pourrait se rapprocher le plus possible, parce que malheureusement les informations sont tronquées et sont toujours écrites par les pouvoirs en place. Voilà. Mais voilà, je vais peut-être abréger ma conversation pour laisser la place peut-être à d'autres intervenants. Mais parce que et puis je commence à entendre très mal. Est-ce peut-être que les Man in Black sont à l'écoute ce soir? Voilà. Voilà, en tout cas, un grand merci d'être intervenu et d'avoir ouvert un peu le bal de cette soirée en nous appelant. Donc, tu es également le bienvenu, comme tous les auditeurs, auditrices à chaque émission, d'intervenir sans problème, voire même de proposer parfois un sujet qui n'a pas été traité ou qui aurait passé un peu à l'oubliette. Ça peut arriver. Mais disons que toujours dans un esprit ouvert, une grande amitié surtout, un très grand partage. Tu es le bienvenu dans notre émission et l'équipe RIPE te remercie. J'espère que tu passeras un agréable moment en notre compagnie ce soir. Ben, je continue d'écouter l'émission et je te remercie, et ainsi que toute l'équipe de Radio Rap, et j'espère une très grande réussite à cette radio qui est passionnante. Voilà. Un grand merci, excellente soirée, merci. Excellente soirée, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était une intervention donc de Patrick Boisson, qui est évidemment, comme il vient de citer, chercheur dans le cadre des OVNI. Donc c'est toujours une passion aussi qui anime les gens, autre que les intérêts. Donc j'ai eu une interview tout à l'heure qui passera donc le 24 à l'occasion de l'opération Suricate. Nous aurons donc en différé Pascal Dimension qui est là ce soir. Donc ce sera sur l'affaire de Wild. Donc nous avons eu l'occasion d'échanger un partage. Vous aurez l'entièreté donc de cette interview lors du 24 opération Suricate. Voilà, donc pour revenir aux hommes en noir, j'ai eu l'agréable surprise, en parcourant un peu le net, de trouver Jean Sider. Jean Sider, qui est-il? C'est un chercheur, bien sûr, qui recherche dans le cadre des OVNI, et particulièrement les parties niveau paranormal, mais aussi les Man in Black. Donc il s'est tourné un peu sur les diverses époques,
Et c'est lui qui a trouvé aussi des similitudes par rapport à ce que nous parlions avec Patrick dans le cadre de la sorcellerie. Quand je dis sorcellerie, je fais une synthèse de toutes les dérives, bien sûr, occultes, où on parle justement d'un homme ou voire même de groupes en noir. Bien sûr, à notre époque, quand je parle d'époque, il faut préciser que dès les premiers mouvements du fameux crash Roswell et de la fameuse vague qui est intervenue en France, beaucoup de gens se sont tournés vers ces phénomènes. Donc c'était pas un renouveau, mais vraiment l'apport médiatique et l'apport de divers témoignages ont commencé un peu à intriguer le gouvernement et les gens spécialisés qui étaient dans l'ombre pour découvrir ce genre de choses. Donc d'où tout doucement, on commence à connaître les fameux personnages Man in Black. Et ces personnages sont décrits évidemment dans le style évidemment des années 50. Donc le style, on va dire plus ou moins Al Capone, avec les véhicules adéquats et leur drôle de manière d'intervenir. Par contre, dans les dernières années, on parle aussi de divers témoignages où un jeune homme dont je n'ai plus souvenance du nom, mais avait fait la photo d'un ovni. Et à cette occasion, en allant expliquer un petit peu à la police ce qu'il avait vu exposer cette photo, un jour en soirée dans un métro, il téléphone à son ami pour lui dire « Voilà, je vais venir te rejoindre ». Et il remarque deux hommes particuliers qui l'observent. Ces deux hommes s'avancent vers lui et lui citent son numéro de téléphone. Donc, sans autre forme d'appareil, ils lui disent que son numéro de téléphone, ils le connaissent. Ce qui veut dire que c'est un effet évidemment persuasif. Et la personne fait mine de rien et essaye de les suivre. Et évidemment, comme vous le constatez, ils disparaissent en fumée. Donc, on voit très bien que dans ce cadre-là, on pourrait exclure que ce soit des gens du FBI ou d'autres organismes particuliers qui interviennent, parce que disparaître, je vais dire rapidement, c'est pas si évident que ça, même si on a été militaire. Dans le cadre donc des hommes en noir, c'est un sujet assez, je vais dire, sensible, parce que il faut faire la part des choses, beaucoup de canulars bien sûr. Malheureusement, on a toujours des gens qui essayent de manipuler les choses à leur, je vais dire, à leur avantage. Et parfois, malheureusement, ça freine encore une fois les véritables témoignages. Donc, il faut savoir, donc, un instant, parce que là, je lis quelque chose. Nous avons donc Pascal qui nous dit qu'Adamski et Howard Menger parlent des Man in Black. Cependant, on connaît la validité des témoignages. Ce sont deux témoins et de leur canular. Mais c'est probablement un sujet que nous pourrons développer. Dont le sujet Adamski, je compte aussi m'y attarder plus tard lors d'une émission. Évidemment, dans le cadre du Forife, on va repasser beaucoup de choses. Je rappelle aussi rapidement qu'il y aura une émission sur la zone 51 dans un mois ou deux, où on traitera un petit peu sur le phénomène, bien sûr, Roswell, mais également sur le phénomène, je vais dire, militaire à cette époque. Donc, on ne peut pas négliger, bien sûr, l'après-guerre, où, vous le savez, une guerre froide s'installe, mais également des phénomènes particuliers, mystérieux. Et on va tout doucement s'avancer sur deux théories, celle, évidemment, dans le cadre de la protection des États-Unis contre la Russie, mais également sur d'éventuels phénomènes, témoignages et ce fameux crash qui a été exécuté à Roswell. Voilà, ça c'est pour plus tard. Nous avons donc de retour, je disais, sur Monsieur Jean Sider, que j'ai essayé de contacter, mais en vain. Malheureusement, je n'ai pas su le joindre. Et ce monsieur nous fait donc un petit peu connaître ses recherches. Comme je disais, il s'est porté d'abord sur les phénomènes de croyance et je vais dire d'hérésie dans les diverses époques, et constate donc, comme je disais, qu'il y a des similitudes
Dans le cadre du spiritisme également, mais bien sûr, je parle à une autre époque qui est du XVIe, il y avait une jeune demoiselle qui faisait du spiritisme. On en parle dans le livre de Danae. Et cette jeune fille qui est Miss Scott, je n'ai pas dit Biscotte, mais Miss Scott, je précise pour l'équipe Radio Raib, parce que nous sommes toujours à l'affût, bien sûr, d'humour. C'est un, comment dirais-je, une des forces de Radio Raib. Comme je le dis souvent, l'humour perce toutes les cuirasses. Donc, je répète bien, donc c'est Miss Scott. Cette jeune fille faisait du spiritisme et arrivait à comment dirais-je, épater son entourage. Et un soir, dans les écrits, pas les déclarations bien sûr, mais dans les écrits, elle témoigne comme quoi 2 individus bizarres, vêtus de noir, sont venus l'approcher et lui interdire de faire ce genre de communication. Alors là, je me tourne un petit peu sur SRIPB parce que leur travail aussi est à une recherche de communication. Et je ne peux m'empêcher, malheureusement, de tourner la page en disant que certainement dans le domaine de l'ufologie ou OVNI, qu'il y a un rapport dans les phénomènes mystiques, entre guillemets, les phénomènes paranormaux. Évidemment, il y aura 2 émissions sur ce sujet où vous allez apprendre pas mal de choses intéressantes. Donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre de communication au spiritisme, en oubliant le mot spiritisme, on se retrouve à des facultés mentales qui pourraient être, je dis bien, occultées aussi par des êtres particuliers, en l'occurrence les hommes en noir, qui feraient pression sur notre savoir, sur notre mémoire surtout. Donc, à plus grande échéance, si on refuserait éventuellement de renier leur pression, on pourrait peut-être aussi avoir des troubles de mémoire. Et ça nous rapporte un petit peu dans le cadre des abductions où les gens qui ont subi cette expérience ont aussi parfois des troubles de mémoire ou surtout ne savent plus avoir ce fameux repère dans le temps. Donc le temps est encore une clé importante dans tous ces témoignages. Là, je regarde si Alex aurait toujours quelque chose à nous dire, parce que je parle beaucoup, mais je n'oublie pas que j'ai une équipe autour de moi. Donc Alex, qu'est-ce que tu penserais dans le cadre d'une rencontre en général, bien sûr, les hommes en noir sont 2 ou 3. Certainement que c'est un petit peu comme quand on se fait arrêter sur la route, il y a le bon flic et le mauvais flic, on ne sait jamais. Donc, que penses-tu un petit peu, toi, Alex? Je voulais dire aussi que nos membres peuvent interagir en live et sur le chat pour poser les questions, voire même leur histoire, bien sûr. J'ai maintenant, je pense avoir un rapport entre le NDE et les hommes en noir. En t'écoutant, Carbo, donc c'est que je suis en train de me demander si la personne que j'aurais vue dans mes 2 NDE ne serait pas ces fameux hommes en noir. Donc ils m'auraient éventuellement ouvert une certaine porte. Et voilà. Je pense qu'il y a si maintenant je me retrouverais face à eux, comme tu me le demandais, je serais certainement surpris. Mais je me demanderais pourquoi ne sont-ils pas, entre guillemets, plus clairs, donc dans le sens où pourquoi il reste-t-il toujours une part de mystère? Je pense un peu comme Patrick Boisson nous citait tout à l'heure que, évidemment, pour ne pas avoir un choc culturel, il y a toujours une espèce de prudence. Et comme je le disais dans ma webconférence la semaine passée, le temps dans ce type de conférence que nous faisons dans les théories, voire même certaines révélations que nous faisons dans nos webconférences, le temps doit être, excusez-moi de l'expression, dans la poubelle, parce qu'on se rend compte que dans les périodes, donc dans les temps et les époques diverses, à l'approche de l'art, on découvre des symboles, on découvre des petites choses maintenant qu'au XXIe siècle, on pourra un petit peu traduire.
et on se rendra compte que ce n'est simplement que, pour ma part et selon les conférences que nous faisons, que tout n'est un cycle, donc un cercle. Il suffit de savoir au bon moment où on doit placer cette information. Mais si on prend le cadre donc de ces hommes en noir, si on prend le cadre de personnes qui pourraient influencer, admettons, une civilisation, par exemple celle du XXe ou XXIe siècle, ce serait toujours pratiquement une même méthode, c'est-à-dire d'influencer légèrement les croyances ou le développement vers la science, sans non plus ébrécher l'évolution normale des choses. Évidemment, là je parle un petit peu sur un chemin un petit peu perturbé. Je perturbe un peu ce que je dis en général sur la webconférence, dans le sens que la nature humaine peut s'adapter à tout, voire même un jour dominer le temps. Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre soirée. Mais également, quand tu dis au niveau de contact, au niveau NDE, évidemment, tu sais qu'actuellement, on travaille sur un logiciel dont je t'ai donné une partie pour faire trace de fantômes. Mais nous travaillons donc actuellement dans un hôpital, je ne peux pas vous citer les noms des médecins ni l'hôpital, sur un logiciel, évidemment, qui, au moment où le cœur, donc les points vitaux commencent à faiblir, certains points vitaux importants qu'on peut déceler seront pris en charge par ce logiciel et permettra de donner des signaux et d'aider la communication avec une personne qui serait évidemment dans le coma. Mais l'objectif aussi, c'est de communiquer avec ce qui est au bout du tunnel. Donc ce logiciel existe, il est en préparation. Je peux pas donner l'entièreté de l'information, mais une grande partie est financée par la France et j'espère avoir quelques petits renseignements supplémentaires sur la mise à disposition de ce logiciel. Voilà, je vois que Chris lève la main. J'ai une petite question d'un auditeur. Voilà. Il demande si les pseudo-hommes en noir n'interviennent que dans l'ufologie. En fait, dans les témoignages régulièrement, c'est dans le cas de l'ufologie. Je pense personnellement, et cela ne fait que, comment dirais-je, je dirais simplement que dans le cadre de ce qui est croyance, qui part dans le phénomène démonologie et ainsi de suite, il y a d'autres influences qui font en sorte de freiner aussi les gens qui font des recherches, comme on parlait du spiritisme et ainsi de suite. Mais dans les plus grands cas, en grande ligne, en général, c'est sur les témoignages d'OVNI. C'est souvent suite à soit une abduction ou à des gens, à plusieurs personnes qui voient un phénomène étrange dans le ciel, qui par après se disent avoir vu des hommes ou témoignent de sujets d'hommes en noir. Donc c'est vrai que, mais pour moi, je ne pense pas que ce n'est que pour le sujet OVNI. Donc pour ça, je te rejoins aussi. Je pense que dans les morts cliniques ou les recherches paranormales, je pense qu'ils ont un rôle à jouer aussi, et il faut essayer de le comprendre. Je ne peux pas m'empêcher non plus, si je prends le chemin du contrôle du temps, je ne peux pas m'empêcher non plus, un peu comme la webconférence que nous avions fait hier dans le cadre de CPB, je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'humain évolue toujours. Je veux dire par là que le corps humain va s'adapter aux conditions naturelles qu'il y a autour de lui. Si je prends, entre guillemets, l'évolution naturelle des choses, c'est-à-dire les erreurs que l'humain fait actuellement, donc dans le cadre, vous le savez très bien, des réchauffements de planètes, enfin un tas de choses comme ça, il y a grande chance que notre corps lui aussi réagisse, soit en bien mais certainement en mal. Et si un personnage peut dominer le temps, hormis le système Légion, mais ça on en parlera plus tard, hormis cela, si un individu qui a subi évidemment les changements temporels, là je parle de la nature, que son corps s'est formé d'une certaine manière, c'est clair que selon l'évolution, on pourrait retrouver des gens qui ont perdu leurs cheveux,
qui ont un autre style d'éducation, une autre vision, mais surtout une mission à effectuer pour éviter ce genre d'erreur. Donc s'ils arrivent à jouer sur le temps, on va dire ça comme ça, c'est vrai que leur attitude expliquerait vraiment de la manière qu'on les perçoit lors des témoignages. Évidemment, maintenant, il y a un autre chemin qui peut s'ouvrir sur les hommes en noir. Je m'explique. Et ça n'engage un petit peu que moi, mais j'entends souvent parler de se dire, voilà, il y a des ovnis qui surveillent des centrales nucléaires. Il y a des témoignages qui datent des années 50 où on vient un petit peu voir les radiations qui s'y trouvent lors d'un contact. Il y a quand même ce mot qui fait un peu frémir les gens, le mot nucléaire. Imaginons encore que ce n'est pas le phénomène de la nature qui interagit, mais également, je veux dire, un système, une grosse erreur nucléaire. Évidemment, ça va jouer, vous le savez très bien, sur la morphologie des gens. Et si ces gens ont subi une forte pression nucléaire, mais qui savent toujours jouer avec le temps, peuvent également avoir, bien sûr, des discordances physiques, mais peut-être un afflux mental particulier. Et là, je me retourne vers le NDE parce qu'on le sait très bien scientifiquement maintenant que quand on subit une NDE, on peut avoir une augmentation du potentiel extrasensoriel. J'en ai parlé il y a 2 semaines. Donc, il y aurait peut-être des chemins à traiter, à suivre. Et ce chemin, je l'ai pris en créant ce livre tout doucement, La Trace, où on pourra découvrir pas mal de choses. Voilà, donc je m'écarte légèrement du sujet et je me tourne vers le temps, mais ça pourrait expliquer aussi un style de comportement. Donc on reste toujours dans le vague, comme je disais au début de l'émission. On peut peut-être exclure à 20% des soldats, donc des Marines ou autres militaires qui ont été drillés pour intervenir dans les milieux urbains. Voilà, Alex, est-ce que tu as encore un mot à dire? Ben oui, moi je pense que les hommes en noir doivent avoir une certaine, une certaine prestance, car s'ils peuvent, on revient toujours au temps, mais s'ils peuvent revenir dans le passé pour placer certains signes, c'est sûr qu'ils ne doivent pas être tentés de pouvoir revenir dans leur famille et de pouvoir en profiter à leur jeu pour eux. Donc ils doivent avoir un certain respect de leur mission, on va dire ça comme ça. Parce que moi, on me donnerait la permission de repasser dans le passé. Ben, bien sûr, j'irai d'abord voir ma famille avant d'aller voir d'autres personnes. Donc je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Très bien. Ouais. Je pense qu'ils doivent avoir, ils doivent être passés au-delà de leur envie personnelle. Maintenant, il y a encore un autre chemin à prendre dont je cite dans la trace. Imaginons qu'on peut développer un objet ovale. Donc, prenons cette théorie dont j'en parle dans la trace, je crois que c'est le 87. Imaginons que vous prenez un objet ovale au point de vue vitesse, donc extrêmement supérieur à un avion. Sa forme d'abord ovale peut percer le mur du son sans faire aucun bruit. Imaginons aussi que on comprend très bien que les forces G que vont subir les personnes à l'intérieur sera extrêmement forte. Je me demande si aussi dans le cadre de la métamorphose d'une personne à l'intérieur ou qui soit préparée à ce genre de force n'a pas aussi subi avant de monter dans l'appareil ou en préparation comme un pilote de chasse, une espèce de transformation morphologique de manière à pouvoir subir sans problème ce genre de type de force. Pourquoi? Parce que dans la plupart des rencontres d'OVNI vis-à-vis d'avions de chasse, beaucoup disent que par la suite l'OVNI prend un envol extrêmement rapide. Donc imaginez-vous un humain dans ce genre d'appareil, s'il n'a pas subi même un tant soit peu un matériel adéquat, je pense que son physique va subir des pressions extrêmes, sauf s'il y a eu manipulation génétique. C'est encore un chemin que nous pouvons prendre et développer. Voilà.
Si vous avez bien sûr des questions, il n'y a aucun problème. Si vous avez un appel téléphonique, pas de problème sur le sujet. Aucun souci. On attend vos questions. Moi, j'ai 2 petites questions. Alors, la première question, on nous demande pourquoi des hommes et pas des femmes en noir? En fait, s'il y a, je n'ai plus souvenance, mais j'avais bien lu qu'il y avait eu également des interventions de femmes en noir, mais je n'ai plus malheureusement le document. C'est peut-être parce que tout simplement dans le vocabulaire, on dit toujours homme pour humain, mais quand on dit homme, c'est aussi, on parle aussi de la femme, bien sûr. Donc je pense que c'est dans un vocabulaire. Je pense même qu'à l'école, on m'avait dit que le masculin l'emportait sur le féminin. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas souvent des femmes en noir, mais bien sûr, il y en a aussi. Mais on n'a plus le sujet sous les yeux. Alors une autre petite question. Quelles sont réellement les intentions de ces hommes en noir? Que veulent-ils et que cherchent-ils? Alex, je te laisse la parole. On vient d'en parler un peu avant, donc c'est de pouvoir à certaines personnes placer certains signes. Donc dans une grotte, je me rappelle, je ne sais plus laquelle, où on voit, et Patrick en a parlé, donc on voit des hommes d'époque Cro-Magnon qui ont dessiné un homme en scaphandre. Donc c'est peut-être justement ce qu'on essaie de comprendre et ce que je pense suivre réellement. Donc c'est de pouvoir placer des signes pour prévenir d'une éventuelle évolution que l'humain, donc les femmes aussi, doivent pouvoir pratiquer. Il faut savoir aussi qu'on utilise à peine que 12 à 15% de notre cerveau, je pense. Donc il y a encore plein de choses à découvrir. Et dans les gènes, dans l'ADN, il y a plusieurs ADN morts qu'on appelle, mais ils sont bien vivants, mais on ne sait pas exactement à quoi ils servent. Voilà, mais la particularité des hommes en noir, c'est qu'ils sont souvent bien informés, savent très bien où trouver les gens, savent très bien les types de recherches que les témoins effectuent. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment une connexion par rapport aux témoins. Donc ils savent très bien jouer sur les influences importante. Oui, ils vont pas se montrer entre guillemets à n'importe qui, donc ils savent qui aller chercher ou qui renseigner entre guillemets. Donc c'est peut-être pas un phénomène que tout le monde aura la chance de voir, mais peut-être juste certaines personnes. Mais c'est qu'elles ont quelques facultés, alors, ou c'est qu'elles ont des choses à comprendre. Donc voilà. Donc si Karine, tu n'as pas d'autres questions. Pas d'autres questions pour le moment. Alors, on va faire une toute petite pause, le temps de reprendre un peu nos esprits noirs. Et on se rejoint tout de suite pour la deuxième partie de ce soir. Donc, que feriez-vous au contact d'un ovni? Que feriez-vous au contact d'un extraterrestre? Des questions judicieuses, importantes, surtout comme Patrick nous disait, nous ne serions pas à l'abri d'un contact éventuel dans les prochaines années. Voilà. À très vite. Et voilà, de retour sur Radio Hype, sur l'émission Les Hommes en Noir. Alors, une petite description des hommes en noir. Le visage est décrit comme un étranger, un vague d'air oriental. Leur peau plus ou moins mate, et certains ongles sur leur visage sont étranges. Ils ressemblent à vaguement du maquillage. Ils ne sourient jamais, aucune expression. Leurs mouvements sont vraiment raides et bien sûr une attitude relativement froide et hostile. Selon des témoignages, ils se présentent en uniforme, bien sûr autre que leur costume noir, chemise blanche, mais aussi des uniformes de l'Air Force ou d'autres corps du gouvernement, de l'État. Ils exhibent aussi des documents, des cartes officielles et après vérification, ces cartes sont fausses. Selon les témoins aussi, leurs discussions sont immédiatement basées sur le témoignage des personnes. On va à cette occasion écouter Karine qui va nous lire un témoignage survenu dans les années 50.
Je te laisse la parole, Karine. Alors, le témoignage, c'est sur les Men in Black et le Pentagone. Aux États-Unis, il est arrivé que des Men in Black aient montré des cartes d'agents fédéraux ou de la National Security Agency, NSA, pendant que d'autres se sont présentés en uniforme de l'armée de l'air. Pourtant, des enquêtes officielles ordonnées par les militaires ont montré qu'ils n'appartenaient pas à des organismes d'État. D'ailleurs, en 1967, le colonel George Freeman, porte-parole du Pentagone, délivra un communiqué de presse à ce sujet. Repris dans plusieurs grands journaux américains, y compris le Sunday Telegraph de Londres du 5 février 1967. De plus, une circulaire déclassifiée de l'US Air Force datée du 1er mars 1967, signée du général de division Hewitt T. Willis, est libellée comme suit. Des informations non vérifiables sont pas parvenues au QG de l'USAF au sujet de personnes qui prétendent appartenir à l'armée de l'air ou d'autres organismes de la défense. Elles ont pris contact avec des citoyens qui ont fait des observations d'objets volants non identifiés. Dans un des cas signalés, un individu portant des vêtements civils s'est présenté comme étant un agent du NORAD et s'est fait remettre des photos appartenant à un témoin. Dans un autre cas, un homme portant l'uniforme de l'armée de l'air a rendu visite à un policier municipal et d'autres citoyens qui avaient signalé une observation d'OVNI. Il les a rassemblés dans une salle de classe et les a incités à ne divulguer à personne ce qu'ils avaient vu. Tout le personnel civil et militaire, en particulier les services de renseignement et les agents chargés des enquêtes sur les OVNI, qui ont eu vent de tels rapports, devront les signaler immédiatement au bureau de l'OSI de leur base. L'original de ce document officiel est reproduit dans The Truth Behind Men in Black de Jerry Randles. Voilà donc ceci terminé par le témoignage de Karine que nous applaudissons. Donc, parce que vous ne le voyez pas, mais on a essayé de la faire rire pendant son témoignage. Voilà, elle a tenu le coup. On va rentrer dans le deuxième sujet ce soir, qui est la partie 2, bien sûr. Que faire? Comment allez-vous réagir lors d'un contact extraterrestre? Comme nous disait Patrick dans le départ de l'émission, il serait possible que dans les prochaines années, on ait un contact. De mémoire, j'avais, il y a quelques années, lu un livre aux éditions J'ai lu. Je ne sais plus vous dire le titre, mais un médium disait que passablement, dans les prochaines années, nous aurions un contact par rapport à une source extraterrestre. Alors, m'est venue l'idée un petit peu en écoutant également l'opération Suricate, l'opération qui va se dérouler ce 24 de ce mois. Suricate est une organisation qui vise régulièrement à l'observation par petits groupes du ciel sur les phénomènes OVNI. Alors, j'avais parfois posé la question, oui, mais l'observation, c'est bien avec le matériel et l'idée est très bonne. Mais si jamais un contact se fait, comment allez-vous réagir, sachant très bien que dans la nature de l'homme, tout ce qui fait peur, l'homme fuit ou alors agresse? Ce sera la deuxième partie de notre dossier de ce soir. Donc, que feriez-vous à l'approche d'une entité extraterrestre ou d'un vaisseau non identifié? On va vous laisser quelques minutes de réflexion et vous pourrez donc émettre vos questions, vos réponses, vos intentions, mais également en live. À très vite. Voilà, de retour sur Radio Ripe ce soir. Comme vous l'avez remarqué, nous avons quelques petits soucis de chat. Je ne sais pas si c'est dû au réseau. Je sais très bien que cet après-midi, l'équipe Radio Ripe a travaillé dans les studios pour améliorer la disposition du matériel. Il est possible que nous ayons un petit souci à ce niveau-là.
Donc voilà, nous ferons en sorte un petit peu d'abréger le dossier ce soir. Donc nous étions sur la deuxième partie. Que feriez-vous lors d'un contact extraterrestre? Karine a eu l'amabilité de vous mettre quand même nos prochains rendez-vous. Donc c'est une webconférence le 22. Donc n'oubliez pas que les NDE et abductions seront sur webconférence le 22 mars et pas à la Radio Ripe. Le 23, ce sera Ghost Strike Radio Ripe. Ce sera une très belle soirée. Nous aurons des vidéos, des PVE. Donc les PVE, Alex, tu sais nous rappeler ce que c'est? Oui, donc c'est une prise de voix électronique et le PVE fait partie de la transcommunication instrumentale, donc des TCI. On expliquera tout ça donc le 23 mars dans Ghost Strike Ripe. Voilà, on aura aussi 3 grosses enquêtes que tu viendras nous expliquer. Mais également donc d'autres choses dans le cadre des maisons hantées. Ce sera un vaste dossier. Nous aurons également le 24 mars, bien sûr, l'opération Suricat. L'opération Suricat qui nous aurons l'occasion de passer certains dossiers sur les OVNIs, également un interview particulier sur l'affaire The Wild. Et beaucoup d'autres dossiers qui viendront tout doucement se mettre en place sur la radio. Ce soir, c'est un peu dommage que nous ayons ce problème de communication avec le chat. Je ne sais pas, apparemment, après vérification, pas mal de confusions se font sur les divers chats actuellement. Donc voilà, c'est la première fois évidemment que Radio Ripe a un petit souci technique niveau chat, mais ce sera bien vite remis en place. Dans notre premier dossier, nous parlions en fait des hommes en noir, ces personnages mystérieux qui viennent souvent s'intercaler dans les témoignages, mais aussi influencer les témoins, voire même supprimer les dossiers. La deuxième partie de Radio Ripe s'ouvre sur quelques questions, lesquelles, eh bien, c'est ceux de fameux contacts extraterrestres ou voire même vision d'un objet volant non identifié. La réaction à prendre, c'est tout un chacun selon son éducation et l'analyse rapide du phénomène qui se trouve devant vous. Évidemment, avec un solide coup d'œil, on peut voir si l'individu semble agressif. Pourquoi, au niveau des données élémentaires sur Terre, si la personne qui est devant vous ou la créature a déjà un objet, il y a de fortes chances qu'on comprend qu'il y a sous-entendu d'agression. Bien sûr, ce n'est pas systématique. Maintenant, si on reprend l'ensemble des discussions que nous avons eues dans les émissions passées, voire même celles d'aujourd'hui, il semblerait qu'il y a un afflux sur les phénomènes mentaux, c'est-à-dire une manipulation psychique par rapport aux gens. Donc il faut toujours garder une certaine prudence. Évidemment, le réflexe humain est de fuir toute chose qu'il ne connaît pas. Donc la peur fait en sorte de couvrir l'événement et la réaction de l'individu, ce qui est d'une chose normale. Donc, bien sûr, le premier réflexe en général est la peur, et ce qui se conçoit très bien d'un phénomène particulier, en l'occurrence la rencontre d'un extraterrestre. Donc, à ce moment-là, la réaction en général est la fuite ou l'étonnement, parfois même suivi d'un état de choc, ce qui fait en sorte que l'individu est troublé. Maintenant, on peut partir sur des différents chemins où l'aspect mental de l'individu est pris par hameçonnage, donc est pris dans un filet, je vais dire, psychique, et se retrouve en dehors des contextes naturels, de ne plus savoir plus ou moins les lieux où il se trouve, mais également la disposition du temps. Alex, qu'est-ce que tu penses un petit peu des définitions que je viens de donner, et toi, au niveau de ta réaction? Elles sont correctes. Je pensais à la tétanie aussi, donc c'est le fait de ne plus, comme tu dis, savoir où on est, ni quoi, ni même ce qui se passe. Donc c'est une déconnexion du cerveau, et c'est une mesure entre guillemets de sécurité pour
pour l'homme que le cerveau produit. Ça se produit aussi dans des accidents. Donc certaines personnes pourraient réagir comme ça, mais moi je chercherais à avoir le contact. Donc j'observerais en étant certainement inquiet, bien sûr, mais de toute façon, si eux penseraient à avoir un contact avec une personne, je pense que ce serait eux qui choisiraient le lieu et le moment et la personne adéquate. Donc d'autres personnes peuvent être témoins de ce phénomène, mais pourraient en avoir peur. Donc c'est sûr que la peur fait fuir et la peur fait aussi avoir des réactions un peu bizarres. Donc ce serait certainement un fait à observer pour nous aussi dans le cadre de SRIPB. En fait, dans le niveau de la peur, on comprend très bien que on peut avoir cette peur rapidement à l'approche d'un phénomène inconnu. Et je ne peux ne pas penser à notre célèbre auteur de ce grand canular qu'est Orson Welles lors de son émission radio où il captive et panique des foules entières sur cette fameuse invasion des extraterrestres qui restera quand même un grand annal, je vais dire, dans le domaine du canular, mais aussi dans l'effet de peur et l'effet de masse des groupes où cette espèce de guerre des mondes dont il a vraiment développé le sujet a fait un impact, je vais dire, précurseur sur la mentalité des troupes, mais aussi sur la société à cette époque. Évidemment, on est découlé beaucoup de choses. Les scientifiques ont compris aussi que ce genre de phénomène de canular peut engendrer une manipulation rapide, d'où simplement, sans appui, je vais dire, cinématographique uniquement dans le cadre d'une radio, il a pu insuffler une peur extraordinaire face à un monde, une invasion inconnue. Donc ça fut vraiment un des tournants majeurs sur la manipulation de masse. Bien sûr, beaucoup de films se sont un petit peu posés sur ce genre d'événement qu'il avait suscité. Et on a bien sûr fait des films de fiction, on fait un découlement d'épisodes. Donc on a repris vraiment l'invasion extraterrestre dans la peur des personnes. Mais bien sûr, il se passe aussi un autre phénomène, c'est que on entend souvent sur le net maintenant que les gouvernements anticipent, malheureusement, à titre de réponse, je vais dire, d'invasion, sur un programme anti-invasion avec le support de l'armée. Ça, c'est un petit peu l'objectivité des troupes, c'est de savoir est-ce que ce sera utile de développer immédiatement une armada, sauf si on tient compte éventuellement de l'information que nous n'avons pas, due à part, je vais dire, ce que probablement les astronautes ont pu voir ou peut-être ont pu expliquer. Et ça pourrait expliquer ce type de programme qui est développé également au Japon. Donc les divers pays se mettent plus ou moins sur un état semi-défensif pour ne pas se faire dépasser par une technologie supérieure. À moins que c'est également aussi un effet Orson Welles, je m'explique, dans le cadre de faire croire aux gens qu'une invasion est susceptible d'être faite et que l'armée est là pour défendre, dont l'opinion publique immédiatement se tourneront vers la défense nationale, mais également sur l'ensemble politique et de soutien. Mais
il est possible que cette fiction, éventuellement qui peut être fiction, couvre simplement des recherches réelles sur base militaire, un petit peu comme nous avons eu pendant la guerre froide, où les contre-espionnages faisaient en sorte de dire toutes sortes d'informations et de désinformations. Ce n'est pas nouveau, il y a eu ça bien sûr dans les dernières guerres, et ce genre de phénomène fait en sorte de manipuler bien sûr les idées d'une société. Mais revenons un peu dans le cadre d'un confrontement face à un extraterrestre. Bien sûr, lors des opérations sur ICAJ et qui se feront la prochaine fois le 24 mars, donc ce sera aussi une élaboration sur divers dossiers sur les OVNI, mais également un petit interview que j'ai pu avoir cet après-midi avec M. Noulet qui a rencontré M. DeWide. Donc rapidement, M. DeWide, dans les années 50, petit bonhomme de rue, personne qui... et c'était quelqu'un d'une tranquillité extrême. Malheureusement, un phénomène a traversé sa vie. Il y a eu un contact extraterrestre. À cette époque, dans les années 50, la recherche en ufologie débutait. Donc son histoire a fait grand plus de mal pour lui, pour sa vie. Il a perdu son emploi, il a perdu beaucoup de choses, mais jusqu'à son décès, il n'a jamais démordu sur toute cette aventure et M. Noulet viendra nous conter cette aventure et l'approche qu'il a eue avec cette personne durant les dernières années de sa vie. Nous aurons également pas mal d'invités dans les prochaines émissions Radio Hype et UFO Hype. Je rappelle que nous ferons aussi un retour sur le spiritisme, sur les maisons hantées, donc sans perdre de point de vue le paranormal, rassurez-vous. L'ufologie n'est qu'une demi-partie de Radio Hype, bien sûr, mais aussi de grands événements où on pourra parler des rêves, où on traduira les rêves en direct. Alors, je reviens donc sur ma question. Lors des émissions sur ICAT, je me demandais comment feriez-vous lors d'une observation du ciel, comment allez-vous réagir vis-à-vis d'un contact extraterrestre. Et ce matin, j'ai rencontré un groupe qui travaille sur les communications et les gestions de conflits. Et la plupart mettent en pratique ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire une communication à même niveau. Qu'est-ce qu'une communication à même niveau ? Eh bien, c'est d'avoir une tonalité face à la personne que vous avez dans le même ton et de le ramener dans un ton plus serein et plus communicatif. Maintenant, si nous tenons compte d'événements passés, on tient compte des couleurs, on tient compte de certaines manières de communiquer. Évidemment, les meilleures communications qui ont traversé notre évolution sont les gestes, parce que les gestes, comme le disait lors de la soirée une personne, un geste de signe, un signe de la main fait toujours, montre un petit peu les intentions. Bien sûr, si la personne qui vient d'un milieu différent, d'une culture différente, le comprend. Mais sachant très bien que la plupart des témoignages soulignent une technologie beaucoup plus élaborée par rapport à la nôtre, il serait évidemment un peu dommage qu'ils ne comprennent pas les signes primaires de base de communication. Alors, moi j'attends, si vous voulez, vos interventions, vos questions, éventuellement sur les prochains sujets, mais également comment vous pourriez réagir face à ce type d'événement. Maintenant, tenons toujours compte que lors d'un contact au niveau objet volant identifié,
la plupart des gens se soucient d'abord des traces radioactives. Donc on pourrait supposer qu'il y a une majeure partie de phénomènes radioactifs aux alentours de ce contact. La preuve, nous aurons aussi, comme je disais lors de l'interview, évidemment lors du contact avec M. Dwight, il a subi également des tests et sur le terrain même, les recherches radioactives, il semble bien sûr dans beaucoup de témoignages et encore actuellement que le mot radioactivité est souvent présent dans les témoignages. Gardons toujours en mémoire que dans les années 50, la floraison de la bombe atomique vient hanter surtout les États-Unis, l'effet baby boom aussi également, et on se retrouve confronté à une nouvelle énergie qui est pratiquement indomptable. Donc on le retrouve encore dans nos annales des dernières années, hélas, avec le Japon. On sait très bien que l'effet radioactif a un effet à long terme. Donc on doit toujours penser aussi à pouvoir se protéger ou voire même demander une analyse dans le cadre si jamais il y a eu exposition. Je ne peux pas m'empêcher non plus je ne sais plus exactement, je sais que ce sont dans les pays de l'Est où on a découvert quand même des traces et des sources radioactives qui datent de bien des centaines et des centaines d'années, comme si un objet ou éventuellement une bombe, parce que beaucoup de gens disent, il y a une théorie bien sûr, qu'un objet serait craché il y a des centaines d'années aussi dans les pays de l'Est, mais on ne peut pas non plus avoir aussi l'idée qu'une espèce de bombe nucléaire aurait aussi explosé. On pourrait retourner dans le cadre de la trace où, quand je cite que tout est un cycle, on pourrait peut-être éventuellement découvrir que passablement nous aurions déjà connu un espèce de phénomène, tout en regardant scientifiquement qu'un effet d'une météorite d'une certaine taille, d'une certaine vitesse, peut produire aussi des forces très extrêmement puissantes. Je cherchais le mot. Voilà. Donc, rassurez-vous, si jamais le chat se plante encore, c'est sans le faire exprès. C'est la première fois que ça nous arrive, mais il y a toujours une première fois, n'est-ce pas, Alex ? Oui, bien sûr, mais peut-être que nous sommes écoutés. Donc ça, c'est la petite touche d'humour. Et je suis en train de lire aussi le chat parce que je récolte les questions. Il y a je ne sais plus qui posait la question de savoir s'ils étaient déjà sur Terre. Je sais pas. Je sais pas, Karine me fait des signes. Non, ici, quelqu'un souhaiterait savoir, c'est quelqu'un qui n'était pas présent au début de l'émission et qui voudrait savoir ce qu'on sait de ces hommes. Eh bien, d'abord, à la base, ce qu'on sait de ces hommes, c'est qu'ils jouent de leur influence pour, faire pression sur les témoins. Les témoins qui, eux, par toute bonne foi, exposent une photo d'un objet volant non identifié ou voire même témoignent à ciel ouvert, si je peux me permettre l'expression, sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils constatent, mais aussi sur des gens qui font des recherches et qui approchent trop, je vais dire, des certaines portes de vérité. Donc les hommes en noir, au départ, on a un petit peu l'impression que ça pourrait se diviser en deux, ou une partie, ce serait des hommes comme vous et moi, mais qui auraient une certaine formation pour venir vous trouver sans fleurs et vous faire comprendre d'occulter vos recherches, donc des gens formés par l'État ou les forces armées, ou bien sûr des entités venues d'un autre monde, des entités différentes de l'aspect physique humain,
mais qui ont un petit peu l'aspect, je vais dire, comment dirais-je, maquillé de forme humaine, ce qui tenterait à dire que ces hommes ont apparu à peu près dans les années 50, ce qui est pratiquement faux selon les recherches de beaucoup de personnes. On retrouve des dialogues ancestraux où on cite aussi des hommes en noir. Bien sûr, on ne les voit pas en tenue comme on voit des photos, les vêtements style Al Capone, mais bien des descriptions d'entités noirâtres, d'entités influentes. Et là, on parle dans le milieu occulte, mais souvent les similitudes s'y ressemblent. Donc c'est un petit peu, je vais dire, une recherche qu'on peut faire approfondie, où on retrouve certainement ce type d'entité, évidemment sous des formes, je vais dire, communicatives. Celle que nous connaissons le plus visiblement, c'est l'apparence, comme je disais, d'un homme avec un costume noir, chemise noire, style années 50, donc qui a développé cette technique d'approche pour ces années. Maintenant, il n'est pas dit qu'actuellement, nous ayons affaire à des gens qui ont ce type de comportement, mais avec un autre style de vêtements ou un autre style d'approche, peut-être une approche beaucoup plus psychologique que physique. Je suppose qu'ils doivent aussi s'adapter à l'évolution du temps. Donc, c'est-à-dire que certainement, on va dire à l'époque des Mayas, je pense qu'ils ne vont pas arriver sur place habillés en costard noir avec cravate et un téléphone en main, parce que ça ferait certainement, ça rendrait une trouille phénoménale à ces gens. Donc je suppose qu'ils essayent aussi de s'adapter à l'époque et pour pouvoir communiquer avec eux. Je pense que le geste serait au premier abord plus facile. Mais il faut savoir que le signe de la main, faire salut, chez nous, ça veut dire salut. Et dans une autre équipe, ça veut dire je te déclare la guerre. Donc faudrait-il encore avoir le langage universel? Oui, c'est comme certains pays, quand tu dis non, ça veut dire oui. Voilà, le fait de lever la main, chez nous, c'est salut, mais autre part, c'est mal pris. Donc il faut... Donc les cultures, justement, doivent s'adapter... Oui. Mais encore, pendant que je t'écoutais parler, j'avais une réflexion dans le sens que certainement que ces personnes qui pourraient éventuellement dominer le temps pourraient interagir aussi sur les décisions des grands de ce monde. Évidemment, ma plus grande crainte serait que nous sommes dans un monde actuellement où on recherche beaucoup de solutions à la vie que nous avons actuellement, des recherches sur les nouvelles énergies, mais aussi des constatations d'erreurs qui se sont enchaînées durant les dernières années, réchauffement de planète et ainsi de suite, réchauffement de la planète, et que ces personnes ont peut-être à la base freiné pas mal de choses pour justement préparer une réparation dite d'erreur ou d'influence gouvernementale. On peut toujours penser à ce type de phénomène, une influence psychologique, parce qu'on regarde dans divers témoignages que parfois des personnes qui témoignent se sentent influencées psychologiquement par ce genre d'entité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? Je pense à la possession. Ce qu'on appelle, je veux dire vulgairement, la possession. Donc, ça pourrait, enfin, moi j'en suis convaincu, mais ça pourrait être une partie de ces hommes en noir. Ce qui pourrait un peu faire la part des choses entre le mal et le bien, où les hommes en noir seraient noirs et les anges communicateurs en blanc seraient le bien. On a toujours cette similitude partie ovni et partie spirituelle, spiritualité occulte, comme disait un ami que je connais, et ça souligne très bien la fusion
de ce qu'il pourrait avoir comme défi. Je ne peux pas m'empêcher non plus, lors d'une conférence, il y a très très longtemps, où un ami, lors d'une conférence, me dit apparemment tout ça n'a l'air que d'un pari, un pari entre une force néfaste et une force positive. Mais ça, c'est encore une autre histoire que nous traiterons dans nos prochains dossiers. Alors, pour ma part, si je rencontre un extraterrestre sur mon chemin, je lui dirai « Bonjour collègue ». Mais voilà, c'est un peu d'humour, ça fait du bien. Donc, si vous avez donc des questions éventuelles sur ce phénomène des Man in Black, mais également comment réagir à un contact extraterrestre ou vision d'un ovni, n'hésitez pas à en faire part ce soir. Il nous reste encore quelques minutes d'antenne. Je rappelle surtout que la prochaine webconférence sur Skype, qui est le lien Cochrane, je crois que Karine va noter le lien Cochrane, nous parlerons le 22 des NDE et similitudes abduction. En fait, on va parler un petit peu à la base sur un traitement qui a été fait par un spécialiste du genre aux États-Unis. Il a un peu remarqué que les NDE abductions avaient des similitudes dans les cadres des faisceaux lumineux, des retours, donc il y avait des confusions, des développements. On va parler un peu de tout ça lors d'une webconférence sur Skype. Je rappelle le lien Cochrane. Le lendemain, on part sur Traces de fantômes. Là, on va parler évidemment des maisons hantées, des techniques de développement, des techniques de recherche aussi. Comme hier, nous avions parlé sur la webconférence, je crois que c'était hier, Alex, oui, sur les systèmes de verre d'eau, enfin tous ces systèmes pour oui, percevoir les effets miroirs et les énergies. Les énergies qui pourraient éventuellement y avoir sur un lieu, dans un lieu. Donc ça et les verres dans les armoires aussi, du verre blanc si il est fissuré ou pas. Donc c'est aussi des approches que nous on étudie. Donc ce matin, en retour à la conférence, on m'avait demandé comment le verre d'eau allait réagir. Donc il y a des prédispositions aussi à utiliser dans le cadre de ce type d'énergie. Je l'expliquerai aussi lors de notre émission. Et puis le lendemain, on retombe sur UFO-Hype, une grande soirée à l'occasion de l'opération Suricate. Qu'est-ce que l'opération Suricate ? Eh bien, ce sera la surveillance du ciel sur les événements qui peuvent se produire tout le long de notre soirée. Nous aurons bien sûr des interactions à l'occasion d'une petite sirène qui nous donnera des informations sur le déplacement éventuel d'un objet. On aura des témoignages, on aura des ouvertures de dossiers, on aura des discussions. Il y aura une soirée fort animée. Et au courant, donc ça terminera tout doucement le mois de mars, et au mois d'avril, nous rentrerons un peu plus dans le paranormal. Donc ce sera pratiquement le mois du paranormal, on fera les interprétations de rêves, on parlera des phénomènes paranormaux, on parlera de beaucoup de choses extrasensorielles, mais aussi un parallèle des webconférences que nous faisions. On va parler du spiritisme dans le cadre des esprits, des faux esprits qui vous attirent lors de vos recherches en spiritisme. On aura pas mal de choses qui viendront interagir au mois d'avril, et on vous réserve encore beaucoup de surprises. Voilà. Je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent quand même que le spiritisme est très facile mais très dangereux, donc c'est à faire vraiment pas pour essayer au fait. Donc il faut avoir une certaine sécurité et une certaine confiance en soi pour pouvoir le faire. Et Série PB ne le pratique pas, mais je vous mets en garde d'essayer parce que c'est réellement dangereux. Le Ouija est quelque chose de très facile.
On aura donc aussi le 23, j'oubliais certaines interviews qu'on a fait lors de tes enquêtes, Alex, où les gens ont expliqué un petit peu ce qui leur est arrivé. Donc, je rappelle que les PVE et enregistrements sont authentiques, donc il n'y a rien de faussé. Ce sera réellement des choses que nous avons suivies et vécues, n'est-ce pas, Alex? Oui, et celles que vous entendrez à ce moment-là à la radio n'ont aucun filtre. Donc elles n'ont ni été ralenties, ni mises à l'envers, ni moins fort, ni plus fort. Donc il n'y a pas de filtre. Donc ce seront des PVE tels quels. Bien sûr, on ne mettra que le morceau intéressant. Car souvent on a 3 ou 4 heures d'enregistrement sur 3 heures, sur 3 appareils. Donc ça, c'est impossible à faire passer à l'antenne. Mais je précise, il n'y aura aucun filtre. Contrairement à d'autres chercheurs qui, eux, ralentissent la bande ou la font aller plus vite. Alors une petite question ici. Les personnes qui ont plus facilement contact, on dit les personnes sensibles, est-ce qu'elles font partie du groupe sanguin A? Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais moi je suis du groupe O+. Donc honnêtement, je ne sais pas. Mais le sang bleu existe. Personnes qui ont contact avec les esprits, font-elles plus partie du groupe sanguin A? En fait, dans le contact type esprit, c'est plutôt la forme d'énergie. Les énergies réceptives et évidemment émettrices sont principalement l'effet standard, donc l'effet d'une pile. En fait, selon les types d'énergie accumulés le long des cycles, je signe bien les signes temporels pour l'individu, il est susceptible à être proie ou être entre guillemets accompagnateur. Donc, quand je dis accompagnateur, je pense aux personnes qui peuvent être réceptives vis-à-vis de certains signes ou certaines énergies, néfastes ou positives, mais également en propulsion extrasensorielle sur les dérives intuitives de perception et de focalisation. J'en avais parlé récemment lors d'une webconférence il y a 2 semaines. Tout ça va faire en sorte qu'on fera aussi des émissions radio. Alors je voudrais répondre à Mamina dans le cadre de la soirée des Carbos. Actuellement, j'ai Marius qui travaille sur le logiciel NDE et 2 autres qui travaillent sur le livre La Trace et un autre qui recherche encore des textes. Et on s'est mis d'accord pour d'abord passer 3-4 émissions qui vont traiter du sujet clé, les paradoxes du temps, du projet Effulon Légion et de l'interprétation des rêves, de manière à ce que ces 3 émissions clés puissent permettre l'ouverture compréhensible, sans dire que vous ne comprenez pas, loin de là, mais compréhensible de l'exposition qui va se faire lors de l'émission des Carbos. C'est un petit peu la synthèse de ce que je voulais répondre. Maintenant, dans le cadre des Carbos, je pense que vous l'avez remarqué que depuis 2 ans, il commence tout doucement, ou voire même sûrement, se faire connaître, également en parlant uniquement pour moi et pas pour les autres, sans mettre en porte-à-faux ceux qui ne désirent pas s'inclure sur le projet du net, comme nous avions inclus il y a 2 ans. Mais la plupart des témoignages, et aussi j'y pense, je le regrette beaucoup, m'interpellent sur Facebook et je n'arrive pas toujours à leur répondre sur leur moment de vie, mais ça viendra, rassurez-vous. Mais on voit la plupart de témoignages qu'il y a donc bien un phénomène qui se développe actuellement sur le net. Soyez de grâce, soyez attentifs au texte, la trace que je mets régulièrement sur la page Facebook. Lisez-les attentivement et regardez surtout, un conseil, regardez le jour, la date et l'heure au moment où je les poste. Vous verrez qu'il y a certaines choses intéressantes à suivre par la suite le long des événements d'actualité qui se passent en Belgique, en France ou partout dans le monde. Suivez bien les textes que je vous mets, ça va vous mettre tout doucement sur la voie de beaucoup de choses.
Voilà, ça c'est pour répondre un petit peu à l'effet Carbeau. Je rappelle que l'effet Carbeau, une lettre a été déplacée volontairement par rapport au mot Carbeau. Voilà. Alex, est-ce que tu as un mot à dire à nos auditeurs? Ben oui, pour le logiciel NDE, je pense que, si je ne me trompe pas, qu'on l'a déjà utilisé pour essayer d'interpréter les rêves. Ou c'est le même principe, non? Non, en fait, le logiciel pour interpréter les rêves a été créé donc dans un laboratoire, tandis que le logiciel, je vais dire NDE, est travaillé en live immédiatement sur des gens qui ont subi un coma. On m'avait posé la question hier, si je ne me trompe pas, si à la base on provoquait des comas chez des gens qui étaient volontaires. Non, nous ne sommes plus comme dans les années 60 et 70, mais le monde actuel veut que beaucoup de gens roulent vite, beaucoup de gens vivent vite et ont des problèmes très vite. Donc, les gens, malheureusement, qui subissent des comas, ils n'en manquent pas. Donc, je crois que tu ne vas pas me contredire, Alex, toi qui es pompier, qui rencontre souvent ce genre de phénomène actuellement. Oui, non, que ce soit en France ou partout, c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui ont des comas, mais la médecine en y est aussi pour quelque chose, parce que indirectement, il place certaines personnes dans un coma contrôlé pour pouvoir soigner certaines maladies ou pathologies. Donc c'est vrai que depuis une petite dizaine d'années, que ce soit coma ou NDE, sont maintenant étudiés, car beaucoup de médecins se disent que tout compte fait, ça doit pouvoir exister. Donc certains médecins ne se concentrent plus que sur ça, en fait. En fait, je vais vous expliquer un petit peu à la base du logiciel. En fait, quand vous avez une personne qui est dans le coma, comment dirais-je? Donc, je me répète un peu par rapport à la webconférence que nous avions eue. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, on va reprendre un peu, si vous le voulez, le système. C'est que dans notre vie, nous avons donc 5 sens qui font nos analyses, nos détections, nos erreurs ou nos réussites. En fonction de là, quand le corps a une déficience vis-à-vis de ces 5 sens et qui tombe dans une léthargie, pour le citer, le coma, les autres sens prennent le relais, qui sont dits extrasensoriels, mais qui sont en réalité totalement naturels, qui augmentent le potentiel de survie, de vie et d'évolution. Donc, il se passe que lors de nos systèmes, je veux dire neurologiques et ainsi de suite, qui disparaissent tout doucement dans un état léthargique, il y reste des facteurs électriques dits synapses, ou voire même d'autres focalisations énergétiques qui sont reliés à nos chakras et auras. Le logiciel, lui, je vais faire une synthèse bien sûr, au moment où le passage de l'âme passe par ce tunnel, il y a encore des réactions corporelles inconnues qui font en sorte de dire « Hé la gaillard, réveille-toi, il est temps de revenir, laisse tomber, c'est pas le moment ». Disons que ce logiciel-là, lui, va faire office de balise et répéter ce message qui a été fait à la base naturellement. Donc s'il reste, disons, une fraction d'énergie pour émettre le message naturel dans le corps, voire même dans l'âme, et de lui dire « Gaillard, reviens », eh bien le logiciel, lui, va le répéter en boucle. Et au moment où il le répétera en boucle, il va avoir un œil, si je peux m'exprimer comme ça, sur l'autre contact. Et quand l'autre contact va se manifester, il lancera un message, une balise également, un peu comme on a fait dans les années 60, envoyer une capsule dans l'espace pour établir un contact. Le logiciel et l'idée est de votre serviteur que vous avez ce soir au micro, et qui est développé par Marius, que vous connaissez, qui est passé souvent vous dire bonsoir sur différents chats. Voilà, c'est un petit peu à la base le type de fonctionnement de ce logiciel, qui est actuellement dans les mains de certains médecins, dont je ne citerai pas bien sûr le nom actuellement.
Voilà, c'est un petit peu le système. Mais c'est vrai que d'autres logiciels essayent d'enregistrer, comme Les tu rêves. dis Alex, les rêves, donc les synergies des rêves. On aura à cette occasion une petite émission sur la traduction des rêves en live dans nos studios. Alex. La science se pose aussi maintenant beaucoup de questions et je trouve ça très intéressant car le jour où on arrivera à relier la religion et la science, je pense qu'on aura tout ou presque tout compris et il y aura certainement plus de secrets, mais il y a encore beaucoup de route à faire. Et pour revenir sur les hommes en noir, on essaye de voir vos questions. Mais Karine, il n'y en a pas pour le moment. C'est vrai que le sujet, les hommes en noir, est extrêmement sensible parce qu'on n'a pas vraiment des certitudes d'intervention. Si, bien sûr, on a certaines qui sont venues un petit peu soulignées, surtout dans les années 50. Mais il faut savoir garder en mémoire un facteur important. C'est que les années 50, la génération qui suit l'après-guerre, est une génération qui s'ouvre sur beaucoup de choses. On l'a remarqué que chaque fois qu'une guerre se termine, bien sûr, il faut reconstruire, mais aussi regarder droit devant, droit dans le futur. Et à cette occasion, il y a des manifestations qui ont commencé à être beaucoup plus crédibles dans le cadre des hommes en noir, mais aussi, surtout, sur l'ufologie. Il y a eu une grosse manifestation, je pense, en 14-18, mais ça a été répertorié dans les témoignages où il y a eu 2 affrontements entre Allemands et alliés. Je cherche le mot. Une unité anglaise. Ouais. Qui a soudainement eu une brume et l'ennemi n'était plus en face de lui. Et ça a été répertorié. Mais est-ce l'intervention des hommes en noir? C'est une autre question. Voilà, donc dans le cadre des hommes en noir, on est en train de se faire mettre en peinture, comme dirait un ami. Mais il y a quelqu'un qui souhaiterait savoir s'il circule en voiture, en vélo ou à pied. En fait, les hommes en noir actuellement circulent en voiture, mais en 14-18, c'était souvent à cheval. Un cheval, oui. Blanc. Donc, voilà, un cheval blanc. En fait, je crois que dans un cadre, si on regarde bien le système des témoignages, si les hommes en noir ont une technologie élaborée, je pense que c'est simplement un substitut au niveau de leur approche. Je pense que s'ils utilisent un matériel de déplacement, c'est plus pour jouer le jeu que de leur système, je vais dire, beaucoup plus élaboré, vu que, comme je disais au début de l'émission, ils étaient capables de disparaître en fumée, si je peux m'exprimer, selon, bien sûr, les témoignages qu'on peut trouver. Ils doivent être certains de leur coût, de leur façon de faire, et je pense qu'actuellement, ils doivent plus agir sur le phénomène psychologique que sur le phénomène matériel. Donc je pense qu'ils pourraient intervenir plus facilement mentalement que physiquement. N'oubliez jamais que si le système, je vais dire, des hommes en noir était pour atténuer, freiner, faire disparaître des dossiers ou des recherches trop proches des phénomènes OVNI, on a quand même parallèlement à ça, et je vous ai mis un texte sur Facebook, sur les dérives du projet HARP ou du projet KG, que je ne me trompe pas, KG Ultra. Qu'est-ce que le projet HARP? Rapidement, c'est la domination sur les esprits de masse, mais également sur la gestion des cataclysmes naturels. Le projet KG Ultra vise les mêmes effets, mais uniquement sur le cadre psychologique, à l'aide de produits dopants tels le LSD, ou voire même les réactions à diverses neurotoxiques. En fait, la recherche se fait évidemment sur le domaine militaire, comme on sait très bien lors du Vietnam.
Et à cette occasion, donc, on a rencontré que certains produits dopants peuvent aussi non seulement réduire l'aspect physique et mental, mais parfois aussi augmenter un potentiel évolutif extrasensoriel. D'où en dérivent les premières recherches qui ont été fructueuses en 1962. Si je ne me trompe pas, je crois que le premier test a été fait en Alaska, où on a essayé d'influencer donc des chercheurs par rapport à un autre stade de médium à médium. Donc le résultat a été fructueux. On se rappelle parallèlement historiquement un travail entre sous-marins nucléaires russes où une personne de l'équipage essayait de transmettre un dessin à l'autre sous-marin, se rappelant très bien que ça a fonctionné. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi, que ce test a été, je vais dire, fructueux. Ensuite, il y a eu un développement sur ces LSD et injections qui permettaient tout doucement, et là ce sera une histoire plus élaborée sur le projet Fulon et Légion, où on injectait un produit qui permettait de, je vais dire, mettre en catalepsie un corps, mais d'augmenter le potentiel extrasensoriel et communicatif, dont Samuel Paolo est décédé en 1967 d'une rupture d'anévrisme, pardon. Donc ça a été un des premiers jeunes ados qui s'est porté volontaire à l'âge de 17 ans, si je ne m'abuse. Et puis on découle ce qu'il en découle par la suite, et nous y voilà, quoi. Enfin, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Alex. Non, j'allais dire que Samuel a parlé un langage que personne ne comprenait, et puis il est décédé aussi quelque temps par après. Quelques années après, oui, en fait, l'objectif, c'était... c'est très difficile à exposer ce soir, mais beaucoup de recherches se sont tournées vers les Templiers et sur les instants chrétiens d'époque, et on relit sans cesse avec des analyses sur les écrits des faits de possession, beaucoup de témoignages à cette époque, donc dans la recherche dans les années 60, 70, on a découvert que c'était plus un moyen de communication qu'un moyen, j'ai dire, satanique. Et certains ont compris qu'il y avait des messages bien particuliers, avec des gestes bien particuliers, et la science a voulu recréer ce phénomène scientifiquement. À la base, il y a eu des pertes, mais il faut savoir qu'au Japon aussi, il y avait un certain immeuble où on torturait des gens, et une partie de ces expériences ont été faites. Tout ça rejoindra par la suite d'autres dossiers particuliers où vous ne manquerez pas de découvrir certaines choses qui ne sont absolument pas sur les webconférences sur le net ni sur d'autres radios. Ça, je vous le promets. Je vous l'ai promis que parfois il y avait des sujets que vous ne trouverez pas ailleurs, comme par exemple un prochain sujet, trouver son âme sœur, son âme jumelle énergétique, soit dans la vie ou soit dans la mort. Donc on aura ces contacts et comment trouver son âme sœur qui peut être un guide à chacun. Donc voilà. Il y aura vraiment des dossiers que vous ne trouverez pas sur le net, ça c'est sûr et certain. Voilà, Alex. Si pour revenir sur les hommes en noir, il y a eu, je ne sais pas dire exactement quand, mais je pense que c'est avant les catastrophes qu'il y a eu au Japon. Donc l'État, le Japon, a fait une émission en direct où le chef de l'armée expliquait qu'ils avaient régulièrement des visites et qu'ils étaient prêts à se défendre suite aux éventuelles
investigation d'OVNI. Donc ils ont fait via la télé, donc tous les Japonais ont pu voir qu'ils étaient prêts à les accepter, mais avec des armes. Oui, je t'écoute, Alex. J'ai fini, c'est ce que je voulais dire. En fait, comme disait Patrick au début de l'émission, les signes avant-coureurs de catastrophes ou de communication se trouvent surtout dans les, comment dirais-je, dans l'art, donc dans les cultures. On va essayer de voir ça dans une émission, les paradoxes du temps, la survie. On parlera beaucoup de cela parce qu'on s'arrête souvent sur une tranche sumérienne où on découvre des artefacts sumériens qui font en sorte de nous rappeler que des cultures étaient beaucoup plus élaborées, beaucoup plus ouvertes. Mais en fait, les Sumériens découlent déjà à la base d'un certain langage dont ils ont utilisé pour se faire comprendre. Bien sûr, on connaît très bien tous l'effet du message. Quand on dit un message à un premier bonhomme, en général, le 10e vous répète plus ou moins la même chose avec quelques détails augmentés ou retirés. On parlera de tout ça, donc on parlera des Sumériens, mais un petit peu de ce qu'ils ont retenu de l'héritage qu'on leur a laissé, un peu comme nous au XXe siècle, ce que nous allons laisser comme héritage à notre descendance. Voilà, tout doucement, l'émission se termine. J'espère qu'elle vous a un petit peu éclairé sur beaucoup de choses. Évidemment, ne pensez pas rencontrer un homme en noir près de votre véhicule en retournant ou en allant vous coucher. Ils sont tous dans le studio. Donc, je rappelle quand même qu'il y aura de gros sujets. On fera aussi un sujet sur les guérisseurs et on expliquera un petit peu aussi comment on peut interagir sur la vibration de l'eau sur un corps humain. Donc, je rappelle qu'on a quand même une composition d'eau et certains guérisseurs peuvent acquérir une vibration malsaine d'un patient, je vais dire, qui semble atteint d'un problème et certains peuvent interagir sur le volume d'eau du corps, changer les vibrations et remonter un potentiel positif. Donc on parlera aussi de tous ces sujets intéressants. On parlera aussi de la main froide, donc de cette technique pour, je vais dire, soulager une personne, et aussi d'une autre technique particulière au moment où une personne est prête à passer de l'autre côté. Voilà. Pour ma part, je vous remercie tous d'être venus nous rejoindre sur Radio Hype. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont fidèles à Activa Cortex, à SRPB, les Templiers de l'espace, mais aussi donc à Radio Hype. Pour ma part, voilà, donc cette émission a été un petit peu dispersée sur pas mal de choses, mais bien sûr Radio Hype est créée pour parler d'un sujet, bien sûr, mais on peut parler et dériver sur d'autres sujets. C'est pas un très grand problème. Le tout, c'est d'avoir l'esprit libre, la conversation libre, un peu comme dans nos webconférences que nous faisons. Je rappelle qu'il y en aura une le 16 sur Skype, lien Cochlane. Le 16, ce sera sur l'astrologie. Cette soirée-là, je serai présent, mais je laisserai notre invitée, Catherine Dutilleul, qui viendra un petit peu exposer son parcours et sa manière d'interpréter l'astrologie. Donc l'équipe RAI sera à l'écoute, mais en Skype. Donc conférence Skype. Donc le lien sera Cochlane. Voilà, pour ma part, je vous remercie tous. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu si les dossiers vous intéressent ou pas. Voilà, pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit. Si certains d'entre vous rentrent en véhicule, soyez prudents. Même que si vous voyez un ovni, vous savez maintenant quoi faire.
s'il y a un souci. À cette occasion, je rappelle que sur Radio Hype, nous avons mis un post maintenant où vous pouvez afficher vos témoignages et vos histoires. Nous aurons aussi un autre post où vous pourrez raconter un petit peu votre vie, vos espoirs, vos espérances. Voilà, passez une excellente soirée et je passe la parole à Alex, ici Willis. À très bientôt. Bien, merci Carbo. Donc je remercie tous les auditeurs. Je vous donne rendez-vous donc sur Skype, le lien Coquelin, car oui, c'est moi Alex. Parce qu'il y a des personnes qui se posent la question, mais c'est la même personne. Donc je vous donne rendez-vous sur Coquelin avec 2 A pour notre prochaine web conférence et sur SRIPB pour Radio Hype dans notre prochaine grande émission. Voilà, merci à tous. Alors pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à très bientôt. Voilà Chris. Oui, je tiens à vous remercier également, ainsi que toute l'équipe qui m'accompagne ici autour de la table. Et rendez-vous, comme Alex a dit, pour la webconférence. Voilà, merci, à bientôt. Alors Maximus à la technique, on l'entend rarement, mais sans lui on aurait beaucoup plus de problèmes techniques. Je vous rappelle quand même qu'on essaiera donc d'ouvrir plus tard le fameux studio et on mettra tout en œuvre de manière à ce qu'on ait encore plus d'avantages sur les phénomènes de nos émissions. Je laisse la parole à Maximus. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la radio ce soir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Voilà, à très bientôt. Je rappelle rapidement que la webconférence du 22 NDE Abduction se fera sur Skype, lien Coquelin. Le 23, Traces de fantômes avec l'équipe SRIPB avec 3 gros dossiers intéressants, plus des détails. Et le 24, l'opération Suricate, la recherche des phénomènes ovnis dans le ciel, dont nous ferons un petit peu le suivi et parfois des débats sur différents dossiers ufologie. Rappelez-vous que Radio Hype se divise en 2, UFO-Hype, Radio Hype, UFO-Hype, l'ufologie, Radio Hype, vos phénomènes paranormaux, vos sens extrasensoriels et nos Men in Black. Allez, bonne soirée.